Pas de dîner pour les menteurs, annonça ma mère en fermant la cuisine à clé pour le 3e jour. Papa hocha la tête, tu mangeras quand tu auras appris à respecter. Quand je me suis évanoui à l'école, l'infirmière m'a pesé et a immédiatement appelé le 911. Les résultats de l'hôpital allaient nous détruire. Je m'appelle Casandrae, à 29 ans, j'aide les gens à guérir leur relation avec la nourriture. Mais quand j'avais 12 ans, la nourriture était l'arme que mes parents utilisaient contre moi. Les placards de la cuisine étaient fermés avec des cadenas pendant que ma mère annonçait « Pas de dîner pour les menteurs ». Mon père acquiesçait « Tu mangeras quand tu apprendras à respecter ». 3 jours plus tard, je me suis effondré pendant le cours de sport. Quand l'infirmière de l'école m'a pesé et a vu mon dossier, elle a immédiatement appelé le 911. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer pour notre famille parfaite en apparence. Si tu regardes ça depuis un endroit où il y a toujours de quoi manger, abonne-toi et mets un like à cette vidéo. Avant de continuer mon histoire, je veux savoir, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé la nourriture pour te contrôler? De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite. Nous vivions dans une belle maison coloniale à 2 étages, dans une banlieue de Boston, avec une pelouse parfaitement entretenue et des massifs de fleurs que ma mère entretenait avec une précision obsessionnelle. Mon père travaillait comme contractant militaire, après avoir servi 8 ans dans l'armée avant de passer à la vie civile. Ma mère était femme au foyer, bénévole à l'église et organisatrice des fêtes de quartier. Mon petit frère, Ian, avait 7 ans, 4 de moins que moi, et semblait traverser la vie avec une facilité que je n'ai jamais connue. Ce que nos voisins, nos professeurs et même notre famille élargie ne voyaient pas, c'était le contrôle strict que ma mère exerçait sur chaque aspect de notre vie à la maison. Tout devait être parfait, contrôlé et selon ses règles. Les meubles étaient placés avec précision, les vêtements pliés aux dimensions exactes et les repas planifiés une semaine à l'avance, avec des portions pesées au gramme près. Mon père ramenait à la maison sa discipline militaire. Il croyait que la structure forgeait le caractère et que les enfants avaient besoin de limites fermes. Lui qui ne punit pas, gâte, était une de ses phrases préférées, même si ses punitions étaient rarement physiques. Il soutenait plutôt ma mère dans son système de plus en plus élaboré de punitions et de récompenses. La nourriture est devenue un outil de contrôle très tôt dans mon enfance. Un bon comportement donnait droit à un dessert. Un bulletin parfait signifiait un dîner spécial de mon choix. Parler sans permission à table voulait dire pas de plat principal, juste des légumes simples. Répondre de façon insolente pouvait signifier aller se coucher sans dîner. Finis ton assiette ou pas de télé, disait ma mère. Puis, le lendemain, tu as trop mangé hier. Il faut que tu apprennes à te contrôler. Je me souviens de la première fois où on m'a refusé de la nourriture pendant toute une journée. J'avais 9 ans et j'avais oublié de ranger mes chaussures dans le placard. Elles étaient à côté de la porte d'entrée au lieu d'être bien rangées dans le meuble à chaussures. Pas de petit déjeuner pour les enfants négligents, dit ma mère. Quand j'ai pleuré, elle ajouta, et maintenant pas de déjeuner pour les pleurnicheurs. Mon père acquiesça, la vie a des conséquences, Cassandra. Plus tôt tu l'apprendras, mieux ce sera. Au dîner, j'étais étourdi de faim, mais j'avais appris à ne pas me plaindre. Je me suis assise en silence à table pendant que ma famille mangeait, sans permission de les rejoindre, jusqu'à ce que ma mère me glisse enfin une assiette de restes froids après que tout le monde ait fini. « J'espère que tu as compris la leçon, » dit-elle, me regardant manger avec un œil critique. Ma mère avait une relation compliquée avec la nourriture. Je la surprenais souvent en train de se regarder dans le miroir, pinçant une graisse imaginaire à sa taille. Elle mangeait de toutes petites portions au repas de famille, mais je trouvais parfois des pots de glace vides dans la poubelle du garage. Elle comptait chaque calorie et tenait un journal alimentaire détaillé, chose qu'elle m'obligerait plus tard à faire aussi. Mon père intervenait rarement dans ses choix d'éducation. Il la soutenait avec des discours sur la discipline et la structure. Mais je ne l'ai jamais vu initier de restrictions alimentaires. Il appliquait passivement ses règles, croyant qu'il valait mieux montrer un front uni que de remettre en question ses méthodes. Pendant ce temps, mon frère Ian semblait échapper à la plupart de ses punitions. Alors que je devenais de plus en plus la cible, lui avait droit à des remarques douces et à des secondes chances. Les enfants ont besoin de plus de calories, expliquait ma mère quand il avait droit à un dessert les soirs où je n'en avais pas. Il est encore en pleine croissance, disait-elle, même si moi aussi je grandissais. À l'école, j'étais connue comme une élève calme et obéissante. Mes professeurs louaient mes bonnes manières et ma concentration. Personne ne soupçonnait que mon bon comportement venait de la peur, et non de mon tempérament naturel.
Je suis devenue experte pour séparer mon visage public de mon visage privé. La Cassandra publique souriait, participait bien et ne causait jamais de problème. La Cassandra privée marchait sur des œufs, calculant sans cesse comment éviter de provoquer la colère de ma mère. En entrant au collège, mon corps a commencé à changer. Ma mère l'a immédiatement remarqué et a commencé à faire des commentaires sur ma silhouette. On doit faire attention, disait-elle en observant mon corps en développement. Les filles de ton âge peuvent grossir très facilement. Elle a commencé à réduire mes portions de façon plus régulière, même les jours où je n'avais rien fait de mal. La nourriture, qui servait autrefois de punition occasionnelle, est devenue un champ de bataille permanent. Tout a changé le mois de mes 12 ans. J'avais des difficultés en maths. Mes notes ont baissé pour la première fois. Quand mon professeur a envoyé une note à la maison pour un devoir manquant, j'ai paniqué. Je savais ce qui se passerait si mes parents le découvraient. Alors j'ai falsifié la signature de ma mère et je l'ai renvoyée, en me promettant de travailler plus dur pour remonter ma note avant qu'ils ne s'en rendent compte. Mais les secrets finissent toujours par sortir. Lors d'une réunion parents-professeurs, mon prof de maths a parlé du devoir manquant et a remercié ma mère pour sa compréhension. Le trajet du retour fut silencieux. La tension augmentait à chaque kilomètre. Dès que nous avons passé la porte, ma mère a explosé. « Tu nous as menti. Tu as falsifié ma signature. Tu sais que c'est un crime ? Les gens vont en prison pour faux et usage de faux. » Je suis désolé, balbutiai-je. J'allais remonter ma note, je te le promets. Pas de dîner pour les menteurs, annonça TL d'une voix glaciale. Et jusqu'à ce que tu comprennes que le mensonge a des conséquences, la cuisine t'est interdite. Cette nuit-là, je me suis couché le ventre vide, pensant que la punition finirait le lendemain matin. Mais en descendant pour le petit déjeuner, j'ai trouvé ma mère en train d'installer des cadenas sur le frigo et le garde-manger. « Maman, s'il te plaît, suppliai-je. » J'ai dit que j'étais désolé. « L'être désolé ne répare pas la confiance brisée, » répondit-elle sans me regarder. « Tu dois apprendre. » Mon père se tenait là, les bras croisés, « Ta mère a raison, Cassandra. Les actions ont des conséquences. Tu mangeras quand tu apprendras à respecter l'autorité et la valeur de l'honnêteté. » Ce premier jour, j'ai eu seulement une tranche de pain grillé et un petit verre d'eau au petit déjeuner. Le déjeuner, une pomme. Le dîner, rien du tout. Je me suis assise à table en les regardant manger un poulet rôti avec des pommes de terre et des haricots verts. L'odeur était une torture. Mon estomac se tordait de douleur alors que j'étais assise devant mon assiette vide. « Je peux dîner, s'il vous plaît ?» demandai-je, essayant de garder la voix ferme. Je comprends que ce que j'ai fait était mal. Comprendre et ressentir un vrai remords sont deux choses différentes, répondit ma mère. Je ne crois pas que tu aies encore appris la leçon. Le deuxième jour fut pareil, une tartine, une pomme et rien d'autre. Au troisième jour, les vertiges étaient constants. Je n'arrivais pas à me concentrer en classe. Les mots au tableau semblaient danser devant mes yeux. Mes amis me demandèrent pourquoi je ne déjeunais pas et je mentis en disant que j'avais oublié mon argent pour le repas. Une amie, Alicia, partagea la moitié de son sandwich avec moi, mais ce n'était pas assez pour calmer le vide qui me rongeait l'estomac. À la maison, la guerre psychologique continuait. Ma mère préparait des repas élaborés. La cuisine se remplissait d'odeurs délicieuses qui me mettaient l'eau à la bouche et me faisaient mal au ventre vide. Mon frère Rien avait droit à des secondes portions et à un dessert, pendant que je regardais avec mon assiette vide ou seulement quelques bâtonnets de carottes. « Maman, » demanda Rien le troisième soir, « pourquoi Cassandra ne mange pas ?»« Ta sœur a pris de mauvaises décisions, » expliqua calmement ma mère. « Elle doit apprendre que le mensonge a de graves conséquences dans la vie. » Mon père acquiesça, « C'est pour son bien, mon fils. Parfois les leçons les plus dures sont les plus importantes. » J'essayais de trouver de la nourriture en cachette. Je découvris quelques biscuits rassis dans mon sac et les dévorais dans les toilettes. Je commençais à garder la pomme qu'on me donnait le midi, en prenant de petites bouchées et en laissant le reste pour la nuit, quand la faim m'empêchait de dormir. Mais ma mère semblait sentir mes tentatives de survie. Elle se mit à fouiller mon sac et ma chambre à la recherche de nourriture cachée. « Manger en cachette prouve que tu n'as toujours pas compris, » dit-elle en trouvant une barre de céréales qu'Alicia m'avait donnée. Je pensais avoir mieux élevé que ça, pas pour être une voleuse et une sournoise. Les punitions s'aggravèrent. Ma mère mit en place un journal alimentaire où je devais noter tout ce que je mangeais, avec le nombre de calories.
Elle commença à utiliser le langage des régimes pour justifier ses actions. Ça t'apprendra la discipline, disait-elle. Tant de filles de ton âge ont du mal à se contrôler avec la nourriture. Je t'aide à développer de bonnes habitudes. Mon père, qui avait toujours soutenu ma mère, commença à paraître mal à l'aise au fil des jours, alors que je m'affaiblissais visiblement. Une fois, je l'entendis la questionner. « Diana, tu ne crois pas qu'elle a déjà appris la leçon ?» demanda-t-il doucement. « James, ne me contredis pas » répondit sèchement ma mère. « Tu sais à quel point elle peut être manipulatrice. Si on cède maintenant, elle pensera qu'elle peut s'en sortir avec tout. Tu veux élever une fille malhonnête ?» Cela le fit taire et il retourna à son rôle passif d'exécutant. J'essayai d'en parler à ma grand-mère quand elle appela, chuchotant au téléphone que j'avais faim. Mais ma mère rôdait à côté, surveillant chaque mot. Quand ma grand-mère demanda si tout allait bien, ma mère prit le combiné. « Tout va bien, maman » dit-elle gaiement. « Cassandra fait juste sa drama queen parce qu'elle est punie. Tu sais comment sont les ados. » À la fin de la semaine, j'avais du mal à me concentrer en classe. Ma vue se brouillait parfois et je me sentais faible en montant les escaliers. J'avais développé des maux de tête constants et mon estomac était passé d'une faim douloureuse à un étrange vide engourdi. Je devenais obsédé par la nourriture, incapable de penser à autre chose. Je rêvais que je mangeais, pour me réveiller à la réalité de ma faim tenace. Mademoiselle Anquin, ma prof d'anglais, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle me retint après un cours, un jour, pendant la 2e semaine de ma punition. « Cassandra, tout va bien ?» demanda-t-elle, le front plissé d'inquiétude. « Tu sembles distraite dernièrement et j'ai remarqué que tu as perdu du poids. » « Ça va ?» répondis-je automatiquement, la réponse qu'on m'avait apprise à donner. « Je suis juste fatigué. »« Est-ce que tu manges correctement ?» insista-t-elle. « Tu dors assez ?»« Oui, tout va bien » répétai-je, la panique montant dans ma poitrine. Je savais que si je disais la vérité, les choses ne feraient qu'empirer à la maison. Ma mère avait été claire, les affaires de famille restent dans la famille. Mademoiselle Anquin ne sembla pas convaincue, mais me laissa partir avec un rappel que je pouvais lui parler à tout moment. Je quittai sa classe, à la fois soulagé et déçu qu'elle n'ait pas insisté davantage. 2 jours plus tard, tout atteignit un point critique en cours d'éducation physique. Nous courions autour du gymnase. Quand la pièce commença à tourner, les lumières fluorescentes au plafond semblaient tracer des lignes dans ma vision. Je me souviens du grincement des baskets sur le sol brillant, puis plus rien. Quand l'obscurité se referma sur moi, je me réveillai avec des visages inquiets penchés au-dessus de moi. Mon prof de sport, Monsieur Brennan, était agenouillé à mes côtés pendant que d'autres élèves formaient un cercle en chuchotant. L'infirmière de l'école, Madame Rodriguez, se fraya un chemin à travers la foule. « Laissez-lui de l'espace » ordonna-t-elle, et les élèves reculèrent. « Cassandra, tu m'entends ? Tu peux me dire ce qui s'est passé ? » Je me suis juste senti étourdi, murmurai-je en essayant de m'asseoir. Le mouvement provoqua une nouvelle vague de vertige. « Reste allongé » ordonna Madame Rodriguez. « On va t'emmener à mon bureau. » Monsieur Brennan m'aida à me relever et me soutint pendant que nous marchions lentement jusqu'au bureau de l'infirmière. Une fois là-bas, Madame Rodriguez me fit m'allonger sur le lit recouvert de vinyle pendant qu'elle prenait ma tension et ma température. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle. « Ce matin » mentis-je. En réalité, on ne m'avait donné qu'un quart de pomme ce matin-là. « Que as-tu mangé ?» J'hésitais, sachant que ma réponse devait paraître normale. « Du pain grillé et du jus. » Madame Rodriguez fronça les sourcils. « J'ai besoin de vérifier ton poids, dit-elle. Tu peux monter sur la balance pour moi. » À contre-cœur, j'obéis. Je vis ses yeux s'écarquiller en notant le chiffre, puis consulter mon dossier. « Cassandra, tu as perdu 5 kilos depuis ton examen médical d'il y a 3 mois. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge et de ta taille. Tu suis un régime ? » Non, murmurai-je, les larmes me montant aux yeux. « Est-ce qu'il y a eu un changement récent dans tes habitudes alimentaires ? » Je baissai les yeux, incapable de répondre. Les larmes coulèrent sur mes joues. La voix de Madame Rodriguez s'adoucit. « Cassandra, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu manges assez à la maison ? » Quelque chose dans son ton bienveillant fit tomber le mur de peur que j'avais construit. Je secouai légèrement la tête, un geste à peine perceptible, mais suffisant pour qu'elle le voie.
Tu peux me dire pourquoi, demanda-t-elle. On me punit, murmurai-je, pour avoir menti à propos d'un devoir. L'expression de Madame Rodriguez changea. Son attitude professionnelle laissa brièvement place à la surprise, avant qu'elle ne se reprenne. Depuis combien de temps dure cette punition? 2 semaines, avouai-je. Ils ont fermé la cuisine à clé. Sans dire un mot, Madame Rodriguez prit le téléphone. Je l'entendis demander au directeur de venir immédiatement dans son bureau. Puis elle passa un autre appel, parlant à voix basse, mais je ne pus pas tout entendre. Je captai des phrases comme « perte de poids importante »,« restrictions alimentaires » et « signalement obligatoire ». Le directeur, Monsieur Thomas, arriva en quelques minutes. Lui et Madame Rodriguez sortirent du bureau en parlant à voix basse. Quand ils revinrent, Monsieur Thomas s'approcha de moi avec un sourire prudent. « Cassandra, Madame Rodriguez est inquiète pour ta santé, dit-il gentiment. Nous avons appelé une ambulance pour t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. S'il vous plaît, non, suppliai-je. Ma mère va être très en colère. Nous avons déjà contacté tes parents, répondit Monsieur Thomas. Ils sont en route pour l'école, mais nous sommes obligés par la loi de nous assurer que tu reçoives les soins médicaux appropriés. Les 30 minutes suivantes passèrent comme dans un brouillard. Les ambulanciers arrivèrent avec un brancard, me posant des questions sur mes symptômes tout en prenant mes constantes vitales. Les élèves regardaient par les fenêtres, curieux face à tout ce remue-ménage. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé et humilié. Puis, ma mère entra brusquement dans le bureau, affichant parfaitement son personnage public. « Que se passe-t-il ici » exigea-t-elle, la voix dégoulinante d'inquiétude. « Cassandra, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Avant que je puisse répondre, Madame Rodriguez s'avança. « Madame Mathius, votre fils est évanoui pendant le cours de sport. Elle a perdu une quantité importante de poids et, en l'interrogeant, elle a indiqué qu'on lui refuse des repas réguliers à la maison comme punition. » Le visage de ma mère changea. L'inquiétude fut instantanément remplacée par une colère froide, qu'elle dissimula rapidement à nouveau. « Il y a clairement eu un malentendu, dit-elle avec un sourire crispé. Nous avons traité certains problèmes de comportement, mais il n'est certainement pas question de l'affamer. Cassandra a toujours eu tendance à exagérer. Mon père arriva quelques instants plus tard, ayant été appelé depuis son travail. Son visage pâlit en me voyant sur le brancard. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, semblant vraiment surpris. Le docteur Thomas expliqua à nouveau la situation pendant que les ambulanciers continuaient de me préparer pour le transport. « C'est ridicule » protesta ma mère. Elle cherche juste de l'attention. Nous l'emmènerons chez notre médecin de famille si nécessaire. Désolé, Madame Mathius, dit l'un des ambulanciers, mais vu les circonstances, nous sommes obligés de la transporter aux urgences pour un examen. Vous pouvez nous suivre en voiture. Alors qu'il m'emmenait sur le brancard, j'aperçus le visage de ma mère. Le masque de la mère inquiète avait complètement disparu, laissant voir une fureur qui me fit me recroqueviller contre la civière. Je savais que, quoi qu'il arrive à l'hôpital, ma maison deviendrait encore plus dangereuse si j'y retournais. Les urgences étaient lumineuses et bondées. Le personnel médical se déplaçait rapidement entre les espaces séparés par des rideaux. On m'installa sur un lit et une infirmière commença immédiatement à me brancher à plusieurs moniteurs. Une femme en blouse blanche s'approcha, se présentant comme la docteure Klein. « Cassandra, je vais t'examiner et faire quelques tests pour comprendre pourquoi tu t'es évanouie aujourd'hui, » expliqua-t-elle d'une voix douce mais professionnelle. « Tu peux me dire comment tu te sens ces derniers temps ?» Avant que je ne réponde, mes parents arrivèrent et ma mère prit immédiatement le contrôle de la conversation. « Docteur, tout cela est exagéré, dit-elle. Cassandra s'est mal comportée récemment et nous avons appliqué certaines mesures disciplinaires, mais rien qui puisse causer ça. » La docteure Klein hocha poliment la tête, puis se tourna vers moi. « Et Cassandra, est-ce que tu manges régulièrement ?» Je regardai ma mère et vis l'avertissement dans ses yeux. « J'ai été puni, dis-je prudemment. Je n'ai pas eu de repas complet depuis un moment. »« Depuis combien de temps exactement » insista la docteure Klein. « 2 semaines, murmurai-je. Mon père fit un pas en avant, l'air inquiet. Nous avons retiré certains privilèges comme discipline pour un mensonge, mais nous veillons à ce qu'elle ait toujours un peu de nourriture chaque jour. La docteure Klein prit des notes. Je comprends. Nous allons faire une prise de sang et vérifier tes électrolytes et ton taux de sucre. L'infirmière reviendra dans un instant pour prélever.
dès que la docteure partit, ma mère se pencha vers moi. « Tu es en train de nous faire passer pour des monstres », siffla-t-elle. « C'est ça que tu veux? Qu'on t'enlève de chez nous ?»« Diana, » dit mon père en posant une main sur son bras, « pas ici. » Une infirmière vint me prélever du sang, puis nous attendîmes. Mes parents restaient raides sur leur chaise, ma mère gardant un visage neutre quand le personnel médical entrait, mais me fusillant du regard quand nous étions seuls. Après ce qui sembla des heures, la docteure Klein revint avec un autre médecin et une femme en tenue professionnelle qui ne portait ni uniforme médical ni blouse blanche. Monsieur et madame Mathius, je suis le docteur Hernandez, pédiatre de garde aujourd'hui, se présenta le nouveau médecin. Les voici Sandra More, notre nutritionniste à l'hôpital. Nous avons les résultats des analyses de Cassandra et je suis préoccupé par ce que nous voyons. Ma mère se redressa. Que voyez-vous exactement? Cassandra montre des signes de malnutrition, dit le docteur Hernandez d'un ton direct. Ses électrolytes sont dangereusement déséquilibrés. Son taux de sucre est très bas et son poids est bien en dessous de la moyenne pour sa taille et son âge. Ce ne sont pas des conditions qui apparaissent du jour au lendemain. C'est absurde, protesta ma mère. Elle a pris un petit déjeuner ce matin. Sandra More s'avança. Madame Mathius, les analyses de sang ne mentent pas. Ces résultats indiquent une privation nutritionnelle continue, pas seulement le fait de sauter 1 ou 2 repas. Ce niveau de malnutrition correspond à ce que nous voyons dans des cas d'insécurité alimentaire ou de troubles alimentaires, ce qui ne devrait pas arriver à une enfant de l'âge de Cassandra dans une famille disposant de ressources. Vous êtes en train de nous accuser de quelque chose, exigea ma mère. Nous essayons de comprendre la situation, répondit calmement le docteur Hernandez. Cassandra a dit aussi bien au personnel de l'école qu'à nous qu'on lui a refusé des repas réguliers comme punition. Est-ce exact? Le visage de mon père pâlissait au fil de la conversation. Nous avons restreint certains repas, admit-il, ignorant le regard tranchant de ma mère. Mais pas à ce point, pas pour lui faire du mal. L'intentionnel ou non, dit fermement Sandra, refuser de la nourriture à un enfant comme punition est un abus. La nourriture n'est pas un privilège, c'est un besoin et un droit fondamental. C'était la première fois que quelqu'un utilisait le mot « abus » pour décrire ce que je vivais. Je ressentis un étrange soulagement de l'entendre nommer, même si je craignais les conséquences. Une nouvelle personne entra dans l'espace délimité par les rideaux. Elle se présenta comme Melissa Jordan, des services sociaux. « J'aimerais parler avec Cassandra seule, dit-elle. Puis j'aurais besoin de parler avec chacun de vous séparément. » Mes parents furent conduits dans des salles d'attente séparées, malgré les protestations de ma mère. Une fois seule, Melissa rapprocha une chaise de mon lit. « Cassandra, je sais que c'est effrayant, dit-elle. Mais j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui se passe à la maison. Personne ne te punira pour dire la vérité. » Au début, je donnais des réponses minimales, des années d'habitude me faisant craindre de trahir les secrets familiaux. Mais à mesure que Melissa posait ses questions d'une voix douce, toute l'histoire finit par sortir. Je lui parlais des placards fermés à clé, du journal alimentaire, du schéma consistant à utiliser la nourriture comme récompense et punition depuis mon enfance. Je lui expliquais comment mon frère était traité différemment, et comment les propres problèmes de ma mère avec la nourriture semblaient se refléter sur moi. Je décrivis l'humiliation de regarder ma famille manger pendant que je restais avec une assiette vide. « Est-ce que vous allez m'emmener » demandai-je quand j'eus terminé. « Notre priorité, c'est ta sécurité et ta santé », répondit doucement Melissa. « Nous devons nous assurer que tu sois dans un environnement où tes besoins de base sont satisfaits. En ce moment, les médecins doivent traiter ta malnutrition et nous devons enquêter davantage sur la situation à la maison. »« Et mon frère » demandai-je soudain, inquiète qu'un reste seul avec la colère de ma mère. « Nous allons aussi nous assurer qu'il est en sécurité » me rassura Melissa. « On lui refuse aussi la nourriture. » Je ne dis rien. Elle le traite différemment, mais je m'inquiète de ce qu'elle pourrait lui faire maintenant que j'ai parlé. Melissa hocha la tête avec sérieux. « Merci de partager cette inquiétude. Nous allons aussi nous assurer qu'il soit en sécurité. » Après notre conversation, Melissa parla individuellement avec chacun de mes parents. Je ne pus pas entendre ce qui se disait, mais quand mon père revint aux urgences, il avait les yeux rouges et évitait presque de me regarder. Ma mère, en revanche, revint la mâchoire serrée, les yeux froids et calculateurs. Pendant ce temps, un travailleur social avait été envoyé chez nous pour voir rien et évaluer les conditions de vie. Ils rapportèrent qu'ils avaient bien trouvé des cadenas sur les placards de la cuisine et sur le réfrigérateur,
confirmant mon histoire. Yin fut aussi emmené à l'hôpital pour un examen, même si son état physique était normal. En fin d'après-midi, l'équipe médicale se réunit avec Melissa pour discuter de ses conclusions. Je pouvais les voir à travers les vitres d'une salle de conférence, leur visage sérieux examinant des documents et jetant parfois un regard dans ma direction. Finalement, Melissa revint avec le docteur Hernandez et Sandra More. Cassandra, commença Melissa, sur la base des preuves médicales et de notre enquête, nous avons déterminé qu'il n'est pas sûr pour toi de rentrer à la maison pour l'instant. Nous avons contacté ta tante maternelle, Laura, et elle a accepté de prendre ta garde temporaire pendant que nous travaillons avec tes parents à un plan de sécurité. Ma mère se leva furieuse. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas m'enlever ma fille sur la base des mensonges manipulateurs d'une enfant de 12 ans. Madame Mathius, dit fermement le docteur Hernandez, les preuves de malnutrition ne sont pas un mensonge. Elles sont documentées dans les analyses de sang de Cassandra, dans ses courbes de poids et dans son état physique. Les cadenas dans votre cuisine ne sont pas un mensonge. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de sécurité physique pour Cassandra. James, tu vas les laisser faire ça, exigea ma mère en se tournant vers mon père. Il semblait partagé, le visage marqué par la confusion et la culpabilité. Diana, peut-être qu'on devrait écouter. Si Cassandra est vraiment mal nourrie. Là, donc maintenant tu te mets de son côté, cracha ma mère. Je ne prends pas parti, dit-il à voix basse, mais regarde-la vraiment. Elle dépérit et c'est nous qui avons fait ça. C'était la première fois que mon père reconnaissait qu'il y avait vraiment un problème, et je ressentis un éclair d'espoir qu'il puisse changer. Melissa expliqua que je resterais à l'hôpital au moins 2 jours pour recevoir un traitement médical, puis que j'irais vivre chez ma tante Laura. Mes parents auraient un droit de visite surveillée et devraient participer à des séances de thérapie familiale. Mon frère resterait à la maison, avec des visites régulières des services sociaux. À mesure que la réalité de la situation s'installait, je ressentais un mélange compliqué d'émotions. Du soulagement que l'abus ait été reconnu, de la peur des représailles de ma mère, de la culpabilité pour mon frère, et de l'incertitude sur la suite. Mais plus fort que tout, un profond épuisement, alors que mon corps commençait à comprendre que l'aide était enfin arrivée. Après 2 jours de perfusion, de réalimentation prudente et de surveillance constante, je fus autorisé à quitter l'hôpital sous la garde de ma tante Laura. Tante Laura était la sœur cadette de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours bien aimé, mais que je ne connaissais pas vraiment, car ma mère gardait notre famille plutôt isolée. Elle vivait dans un appartement à environ 30 minutes de chez nous, où elle m'avait rapidement préparé une petite chambre. Je ne savais pas. Répétait-elle sans cesse en me ramenant chez elle. Cassandra, je suis tellement désolé. Si j'avais su ce qui se passait. Ce n'est pas ta faute, lui dis-je en regardant par la fenêtre le quartier inconnu qui serait mon nouveau foyer. Ta mère a toujours tout gardé pour elle, dit tante Laura. Là elle annulait nos plans si je venais sans prévenir. J'aurais dû voir qu'il y avait un problème. L'appartement de ma tante Laura était petit, mais chaleureux et accueillant. Rien à voir avec l'ambiance parfaite et froide de la maison de mes parents. Les placards de la cuisine n'avaient pas de cadenas. Et quand elle me montra le frigo rempli de nourriture, elle dit simplement. Mange ce que tu veux quand tu as faim. La nourriture n'est pas une arme ici. J'éclatai en larmes à ce moment-là, sa gentillesse brisant les murs que j'avais construits pour me protéger. La première visite surveillée avec mes parents eut lieu 3 jours plus tard. Nous nous retrouvâmes dans un bureau de la protection de l'enfance, une pièce terne avec des chaises inconfortables et un travailleur social présent. Ma mère entra avec un sourire figé, tenant un petit sac cadeau. « Cassandra, ma chérie, dit-elle d'une voix mielleuse, tu nous as tellement manqué. » Je remarquai qu'elle avait choisi avec soin une tenue conservatrice qui criait « Mère responsable ». Mon père la suivit, l'air sincèrement fatigué. « Salut, K, dit-il doucement, utilisant mon surnom pour la première fois depuis des années. Le travailleur social, Monsieur Patel, expliqua les règles de la visite. Il pouvait me parler, mais pas discuter du dossier ni me promettre un retour à la maison. Tout commentaire inapproprié mettrait immédiatement fin à la visite. Ma mère me tendit le sac cadeau. « Je t'ai apporté de nouvelles barrettes, dit-elle. Je sais que tu aimes avoir les cheveux bien coiffés. » C'était un cadeau complètement à côté de la plaque, ignorant totalement ce dont j'avais réellement besoin, au point que j'eus presque envie de rire. À la place, je la remerciai poliment et posai le sac de côté. « Comment ça se passe à l'école » demanda-t-elle, gardant sa façade de mère parfaite.
Je n'y suis pas encore retourné, répondis-je. Le médecin voulait que je reprenne des forces d'abord. Eh bien, on ne veut pas que tu prennes du retard, dit-elle avec un sourire tendu. Peut-être que je pourrais apporter tes devoirs chez tante Laura. L'école envoie le travail, répondis-je. Un silence gênant s'installa. Mon père se racla la gorge. Comment tu te sens, K demanda-t-il. Tu as l'air mieux. Je mange 3 fois par jour, avec des collations, dis-je volontairement, donc je me sens beaucoup plus forte. Le sourire de ma mère vacilla. Tu as toujours eu un don pour le drame, dit-elle avec un petit rire forcé, comme pour faire croire qu'on ne m'avait jamais privé de nourriture. Monsieur Patel intervint doucement. Madame Mathius, souvenez-vous des règles dont nous avons parlé. Ma mère serra les lèvres, mais acquiesça. Le reste de la visite continua sur ce ton tendu. Ma mère garda son rôle de mère parfaite tout en glissant parfois des piques ou des tentatives pour me culpabiliser. Mon père resta silencieux la plupart du temps, me posant parfois de vraies questions sur mon état. À la fin de la visite, mon père m'enlaça soudainement. « Je suis désolé, K, murmura-t-il. J'aurais dû te protéger. » Ma mère l'entendit et lui lança un regard noir alors qu'il s'en allait. Plus tard dans la semaine, nous eûmes notre première séance de thérapie familiale avec la docteure Bonnet, une psychologue spécialisée dans les cas comme le nôtre. Mon frère Rien y participait aussi, l'air perdu et mal à l'aise dans cet environnement inconnu. « Pourquoi Cassandra vit chez tante Laura » demanda-t-il aussitôt. « Maman dit qu'elle a menti, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. » La docteure Bonnet expliqua, avec des mots adaptés à son âge, qu'il y avait eu des problèmes dans la façon dont la nourriture était gérée à la maison, et que tout le monde travaillait à améliorer les choses pour que je puisse revenir. « Mais je croyais que Cassandra était juste punie, » dit Yin en regardant notre mère. « Tu as dit qu'elle était disciplinée pour avoir menti. »« C'est vrai, mon chéri, » répondit ma mère. « Parfois, les adultes ont des avis différents sur la discipline, et ces gens pensent que les règles de notre famille sont trop strictes. » Madame Mathius, l'interrompit la docteure Bonnet, nous avons convenu d'être honnêtes pendant ces séances. Ce qui s'est passé va bien au-delà de règles strictes. Refuser à un enfant une nutrition adéquate, ce n'est pas de la discipline. Mon père se tortilla, mal à l'aise, sur sa chaise. Rien, ta mère et moi avons fait des erreurs, dit-il. Nous pensions enseigner à Cassandra des leçons importantes, mais la façon dont nous l'avons fait était mauvaise et lui a fait du mal. James lâcha ma mère sèchement. Non, Diana, répondit mon père avec une fermeté inattendue. J'y ai pensé constamment. Ce que nous avons fait était mal. C'était mal que je le permette. C'était mal que je laisse faire. Ce moment d'honnêteté sembla ouvrir une brèche dans la séance. La docteure Bonnet orienta habilement la discussion, aidant Yin à comprendre ce qui s'était passé sans diaboliser nos parents, tout en expliquant clairement que les restrictions alimentaires étaient inappropriées et nocives. Ma mère resta en grande partie sur la défensive, se présentant comme la victime de travailleurs sociaux trop zélés et d'une fille manipulatrice. Elle soutenait que les méthodes d'éducation étaient un choix personnel et que le gouvernement n'avait pas à interférer dans la discipline familiale. La nourriture, ce n'est pas de la discipline, affirma fermement Sandra Moore, la nutritionniste qui avait rejoint la séance. La nourriture est un besoin fondamental, comme un toit ou des vêtements. Feriez-vous dormir votre fille dehors en hiver comme punition? Lui retireriez-vous son manteau par des températures glaciales? Ce sont des besoins essentiels, pas des privilèges à gagner. Au fil des semaines, la dynamique familiale devint de plus en plus tendue. La famille élargie se divisa. Ma grand-mère maternelle soutenait entièrement ma mère, affirmant que les enfants d'aujourd'hui sont trop fragiles, et que un peu de faim n'a jamais fait de mal à personne. Mes grands-parents paternels, en revanche, furent horrifiés par ce qui s'était passé et soutinrent pleinement l'intervention. L'audience pour déterminer ma garde eut lieu un mois après mon hospitalisation. J'étais terrifié à l'idée de témoigner, mais décidé à dire la vérité. Le témoignage de Sandra Moore fut particulièrement percutant. « Monsieur le juge, dit-elle, le niveau de malnutrition que nous avons constaté chez Cassandra correspond à ce que l'on voit chez des enfants vivant dans des zones de guerre ou dans une pauvreté extrême, pas dans un foyer américain de classe moyenne avec un accès complet à la nourriture. Ce n'était pas une négligence accidentelle, mais une privation intentionnelle utilisée comme moyen de contrôle et de punition. » Le juge statua que je resterais chez ma tante Laura pour au moins 3 mois supplémentaires, pendant que mes parents suivraient des cours de parentalité et poursuivraient la thérapie familiale.
Mon père devait assister à des séances individuelles axées sur son rôle de facilitateur et sur la gestion de la pression conjugale. Ma mère devait subir une évaluation psychologique et un traitement pour ses comportements de contrôle et un possible trouble alimentaire. Mon frère continua de vivre à la maison, mais avec des visites hebdomadaires d'un travailleur social et des contrôles médicaux réguliers pour assurer son bien-être. Il pouvait venir me voir chez tante Laura, ce qui nous permit de garder notre lien fraternel pendant la séparation. Après l'audience, la façade soigneusement entretenue de ma mère se fissura complètement. Dans le couloir du tribunal, elle me fit face avec une colère nue. « Tu es contente, maintenant » siffla-t-elle. « Tu as détruit notre famille et nous as humiliés devant tout le monde. J'espère que ça en valait la peine. » Un agent du tribunal intervint rapidement, mais le masque était tombé, révélant à tous la personne que j'avais toujours su exister derrière l'image de la mère parfaite. Mon père, en voyant cela, sembla enfin comprendre la gravité de la situation. Plus tard ce jour-là, il appela l'appartement de ma tante Laura et demanda à me parler seul. « Lucas, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, je t'ai laissé tomber. J'ai toujours pensé être un bon père en soutenant les décisions de ta mère. Je me disais que la discipline était importante, que nous t'apprenions des leçons précieuses, mais j'avais tort, terriblement tort. Ce que nous t'avons fait n'était pas de la discipline, c'était de l'abus, et j'en ai fait partie. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je vais tout faire pour réparer les choses. » C'était la première véritable excuse que je recevais de l'un de mes parents et, même si elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, elle me donna l'espoir que mon père, au moins, pouvait changer. Ma récupération physique avait commencé à l'hôpital, mais elle dura des mois. Sandra Moore, la nutritionniste qui avait témoigné à l'audience, s'intéressa particulièrement à mon cas et travailla avec moi chaque semaine pour développer une relation saine avec la nourriture. Le processus était bien plus compliqué que de simplement recommencer à manger. « Ton corps a été en mode famine », m'expliqua Sandra lors de nos premières séances. « Il faudra du temps pour que ton métabolisme se normalise et que tu reconnaisses à nouveau les signaux naturels de faim et de satiété. » Elle m'enseigna l'alimentation intuitive, un concept totalement étranger pour moi après des années de contrôle extérieur sur mon alimentation. L'idée que je pouvais faire confiance à mon propre corps pour me dire quand j'avais faim ou quand j'étais rassasié me semblait révolutionnaire, et un peu effrayante. « Mais comment savoir si je mange trop ?» demandai-je, reprenant la peur constante de ma mère. « Ton corps sait ce dont il a besoin », m'assura Sandra. « En ce moment, il a besoin de guérir et de retrouver le poids que tu as perdu. Plus tard, tu trouveras ton équilibre naturel si tu l'écoutes. » Tante Laura soutenait pleinement cette approche. Elle ne commenta jamais ce que je mangeais ni combien j'en mangeais. Elle gardait toujours le garde-manger et le frigo bien rempli et m'encourageait à me servir quand j'avais faim. Au début, je demandais encore la permission avant de prendre à manger, une habitude tellement ancrée qu'elle était difficile à briser. « Ici, c'est aussi ta maison », me rappelait doucement tante Laura. « Tu n'as jamais besoin de permission pour répondre à tes besoins de base. » La récupération psychologique fut encore plus difficile que la physique. Je commençais à voir la docteure Harris, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfance, 2 fois par semaine. Nous travaillâmes sur mes peurs profondément enracinées autour de la nourriture et de la punition, ma difficulté à faire confiance aux adultes et ma tendance à me blâmer pour ce qui s'était passé. « Ce que tes parents ont fait n'était pas de ta faute », répétait souvent la docteure Harris. « Les enfants n'ont pas à mériter le droit de manger. C'est l'échec de tes parents, pas le tien. » La confiance était particulièrement difficile à reconstruire. Pendant les visites supervisées avec mes parents, je restais sur mes gardes, m'attendant toujours au pire. Ma mère gardait sa façade de mère parfaite pendant ses visites, mais continuait de glisser des manipulations subtiles et des remarques culpabilisantes dès que les surveillants ne faisaient pas attention. « Tout le monde fait des erreurs dans l'éducation », disait-elle en soupirant. « Mais la plupart des enfants ne font pas enquêter leurs parents pour ça. » Mon père, lui, semblait sincèrement engagé dans le changement. Il assistait à toutes les séances de thérapie, posait des questions réfléchies et ne cherchait jamais à minimiser ce qui s'était passé. Lors de nos séances individuelles, il s'excusait souvent encore de ne pas m'avoir protégé. « J'ai toujours pensé que soutenir les décisions de ta mère faisait de moi un bon mari et un bon père », expliqua-t-il un jour. « Maintenant, je vois que parfois, être un bon père, c'est affronter ta mère quand ses décisions sont nuisibles. » Après 3 mois de ce travail intensif, une nouvelle audience eut lieu pour réévaluer ma garde, en fonction des recommandations des travailleurs sociaux et des thérapeutes impliqués. Le juge statua que je pourrais commencer à passer des nuits chez mes parents,
avec l'objectif d'une éventuelle réunification si ces visites se passaient bien. La première nuit fut tendue. Ma mère avait retiré les cadenas des placards de la cuisine et du réfrigérateur, comme l'exigeait la loi, mais elle m'observait de près chaque fois que je m'approchais de la cuisine. « Tu peux manger ce que tu veux », dit-elle d'un ton qui suggérait le contraire. Même si, après tout ce drame, tu devrais être plus consciente de tes choix alimentaires. Mon père intervint aussitôt. « Diana, nous avons convenu, pas de commentaires sur les choix alimentaires de Cassandra. » C'était la première fois que je le voyais la contredire directement à propos de mes soins. La surprise dut se lire sur mon visage, car il me fit un sourire triste. « Les choses vont être différentes maintenant, promis-il. Tu as ma parole. » Mon frère Ian avait reçu une version simplifiée de ce qui s'était passé, mais il avait compris assez pour savoir que les choses avaient été injustes. « Je t'ai gardé quelques biscuits de mon déjeuner, me chuchota-t-il ce soir-là, sortant de sa poche un cookie au chocolat légèrement écrasé. Au cas où tu aurais faim plus tard. Son innocent effort pour me protéger me fit pleurer. Merci, lui dis-je. Mais tu n'as plus besoin de faire ça. On m'autorise à manger maintenant. Tu le promets, demanda-t-il, le visage sérieux. Je le promets, l'assurai-je. Au fil des nuits passées à la maison, de nouvelles règles furent mises en place, supervisées par les visites régulières des travailleurs sociaux. Un plan de repas familial fut élaboré avec l'aide de Sandra, avec des attentes claires, tout le monde recevrait des repas suffisants et nutritifs, peu importe le comportement. Mon père prit en charge une grande partie de la préparation des repas, tâche qui, auparavant, appartenait exclusivement à ma mère. À l'école, je dus d'abord faire face à la curiosité et aux rumeurs sur mon absence et ma perte de poids. Ma professeure d'anglais, Madame Anquin, devint une alliée inattendue, elle me contactait régulièrement et m'offrait un espace sûr dans sa classe où je pouvais me réfugier quand c'était trop pour moi. Je me rapprochais aussi de Jennifer, une nouvelle élève qui ignorait tout de mon histoire. Son acceptation naturelle m'aida à commencer à me voir autrement que comme la fille que ses parents ont affamée, une identité que j'avais commencé à intérioriser. Le premier repas de fête après mon retour fut celui de Thanksgiving, une célébration centrée sur la nourriture qui avait toujours été source de stress dans notre famille. Les années précédentes, ma mère commentait les portions de tout le monde et établissait des règles compliquées sur qui pouvait se resservir ou prendre un dessert. Cette année-là, mon père prit en charge le repas, avec l'aide de tante Laura qui nous rejoignit. La table débordait de plats, et personne ne fit de commentaires sur ce que chacun prenait ou non. Quand ma mère commença à ouvrir la bouche alors que je prenais un deuxième petit pain, mon père croisa son regard et elle se contenta de serrer les lèvres. Après le dîner, alors que nous rangions la table, mon père posa une main sur mon épaule. « C'est bon de t'avoir à la maison, dit-il doucement. Maintenant, c'est différent, reconnus-je. Il fallait que ça le soit, répondit-il simplement. Ma mère continua de lutter contre cette nouvelle dynamique. Elle assistait à ces séances de thérapie obligatoires, mais se plaignait souvent que son thérapeute ne comprenait pas la discipline correcte. Elle suivait à la lettre les changements imposés par le tribunal, mais persistait à dire que toute cette affaire avait été exagérée. Malgré ces tensions, je fus finalement autorisé à revenir vivre chez eux définitivement, avec la supervision continue des services sociaux et la poursuite de la thérapie familiale. L'expérience avait fondamentalement transformé la structure de notre famille, mon père avait trouvé sa voie et était devenu un véritable défenseur, aussi bien pour rien que pour moi. Le contrôle de ma mère avait considérablement diminué, même si elle essayait encore parfois des méthodes plus subtiles pour manipuler. En avançant dans le lycée, mon intérêt pour la nutrition et la psychologie grandit. Le traumatisme que j'avais vécu commença à se transformer en un but. Je voulais comprendre pourquoi ma mère avait utilisé la nourriture comme une arme, et comment empêcher d'autres enfants de subir le même type d'abus. Je crois que je veux devenir nutritionniste, dis-je à Sandra lors de ce qui était devenu des rendez-vous mensuels de suivi. Elle sourit. Tu apporterais une perspective précieuse au domaine. Parfois, nos expériences les plus douloureuses deviennent nos plus grandes forces, quand on les utilise pour aider les autres. Avec cet objectif en tête, je me concentrai sur mes études et décrochai une bourse pour étudier les sciences de la nutrition à l'université. La décision de partir étudier fut à la fois excitante et effrayante. Une partie de moi craignait encore que, sans surveillance extérieure, ma mère ne retombe dans ses vieux schémas avec Ian. Je vais bien, me rassura Ian quand je lui exprimai cette crainte. Il avait alors 13 ans et avait développé une forte relation avec notre père. Papa veille sur moi et maintenant je sais ce qui est normal.
le jour de mon départ pour l'université marqua une transition importante. Ma mère resta distante, m'aidant à faire mes bagages avec une efficacité mécanique, mais sans montrer beaucoup d'émotion. Mon père, lui, m'enlaça avec force. Je suis très fier de toi, K. Pas seulement pour tes réussites, mais pour ta force. Tu as aidé toute notre famille à guérir, même si tu n'aurais jamais dû avoir à le faire. L'université fut une période de transformation. Loin de l'ombre de ma maison d'enfance, je découvris de nouvelles facettes de moi-même. Je me fis des amis facilement, rejoignis des clubs et excellai sur le plan académique. Mon histoire personnelle avec la nourriture me donnait une perspective unique dans mes cours de nutrition, même si j'étais sélectif sur ce que je choisissais de partager. En deuxième année, je commençais à faire du bénévolat dans une banque alimentaire du campus, au service des étudiants en insécurité alimentaire. Ce travail résonnait profondément en moi, car je comprenais la honte et les effets physiques de la faim. J'organisais des ateliers sur une alimentation saine à petit budget et travaillais à réduire la stigmatisation autour de la demande d'aide alimentaire. Ma relation avec mes parents continua d'évoluer durant ces années. Mon père et moi parlions chaque semaine. Notre lien se renforçait à mesure qu'il poursuivait son propre cheminement de croissance et de responsabilité. Il était devenu un défenseur engagé du bien-être des enfants dans notre communauté, allant même jusqu'à intervenir lors d'événements sur les dangers d'utiliser la nourriture comme punition. Ma mère resta plus distante. Nos conversations restaient superficielles, centrées sur mes notes et mes projets professionnels, plutôt que sur une véritable connexion émotionnelle. Elle ne reconnut jamais pleinement le mal qu'elle avait causé, affirmant toujours qu'elle cherchait seulement à m'élever avec une discipline appropriée. J'appris à accepter qu'elle n'assumerait peut-être jamais toute la responsabilité, en établissant des limites pour protéger ma guérison. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention, je poursuivis une maîtrise en sciences de la nutrition, avec une spécialisation sur les troubles alimentaires et l'insécurité alimentaire. Mon mémoire portait sur les impacts psychologiques à long terme de l'utilisation de la nourriture comme punition dans l'enfance, en y intégrant des éléments soigneusement anonymisés de ma propre expérience. Pendant mes études de 3e cycle, j'ai rencontré CL, un travailleur social spécialisé en thérapie familiale. Lorsque j'ai enfin partagé mon histoire avec lui, sa réaction fut compatissante, mais sans pitié mal placée. « Ça explique ta passion, dit-il, mais ça ne te définit pas. » Sa compréhension du traumatisme et de la guérison le rendait particulièrement capable de respecter mes limites autour de la nourriture. Il ne commenta jamais ce que je mangeais, ne me poussa jamais à manger si je n'avais pas faim et comprit mon anxiété occasionnelle lors des repas avec sa famille. Après avoir terminé mon programme de maîtrise, j'ai été embauché par un hôpital pour enfants comme conseillère en nutrition, travaillant spécifiquement avec des enfants se remettant de malnutrition et de troubles alimentaires. Le travail était exigeant, mais profondément gratifiant, me permettant de transformer mon histoire douloureuse en une force pour aider à guérir. Mon père assista à ma cérémonie de remise de diplôme, rayonnant de fierté. « Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose de beau », me dit-il. J'ai eu de l'aide, lui rappelai-je Sandra, tante Laura, la docteure Harris, toi. Mais la force est venue de l'intérieur, insista-t-il. Tu aurais pu te briser à cause de ce qui s'est passé. Au lieu de ça, tu es devenue cette personne incroyable et compatissante. À la fin de la vingtaine, CL et moi nous sommes mariés et avons commencé à discuter de la possibilité d'avoir des enfants. La décision était compliquée par mes craintes liées à la parentalité. Et si je devenais comme elle, demandai-je lors d'une de mes séances, désormais mensuelles, avec la docteure Harris, que je voyais toujours pour une thérapie de maintien. Et si ces schémas étaient aussi en moi? Le simple fait que tu te poses cette question prouve que tu es déjà différente, répondit la docteure Harris. Ta mère n'a jamais remis en question son approche. Tu es consciente des pièges possibles et déterminée à emprunter un autre chemin. Nous avons finalement décidé d'avoir des enfants, avec l'engagement conscient de créer un foyer où la nourriture ne serait jamais une arme, où les besoins ne seraient jamais conditionnés par le comportement et où la discipline n'impliquerait jamais de privation. Quand notre fille est née, j'ai ressenti une nouvelle vague de guérison. En la tenant dans mes bras, submergée par un instinct de protection féroce, je ne pouvais pas imaginer utiliser la faim pour la contrôler. Le cycle était vraiment brisé. La réaction de ma mère à son rôle de grand-mère fut complexe. Elle acheta des vêtements et des jouets coûteux pour bébé, mais resta émotionnellement distante. Parfois, elle faisait des commentaires sur le fait de ne pas trop gâter le bébé, ce qui déclenchait ma vigilance. Mais c'est elle et moi avions fixé des limites claires sur nos méthodes éducatives.
La nourriture n'est jamais une punition dans notre maison, lui dis-je fermement lorsqu'elle suggéra de priver de dessert pour un problème de comportement. Ce n'est pas négociable. Mon parcours, de victime à survivante puis à défenseuse, n'a pas été linéaire. Il y a encore des jours difficiles, des moments où la nourriture redevient compliquée en période de stress, où je me surprends à me demander si je mérite de manger, si j'ai fait une erreur. Mais désormais, ces pensées sont reconnues comme les restes d'un vieux conditionnement, et j'ai développé des façons saines de les contrer. Travailler avec des enfants ayant connu l'insécurité alimentaire, que ce soit à cause de la pauvreté, de la négligence ou d'un abus délibéré, est devenu le but de ma vie. J'ai élaboré des programmes abordant spécifiquement les aspects psychologiques de la relation à la nourriture, aidant les enfants à reconstruire leur confiance en leur corps et envers les adultes qui en prennent soin. La faim n'est pas seulement physique, expliquai-je au personnel médical. Là, elle comporte aussi des dimensions émotionnelles et psychologiques qui doivent être prises en compte pour une vraie guérison. Mon histoire personnelle est devenue une étude de cas soigneusement anonymisée, que je partage parfois dans un cadre professionnel, toujours avec le message que la nourriture est un droit fondamental, pas un privilège qu'il faut mériter ni un outil de contrôle. Le chemin de guérison continue chaque jour. Chaque repas reste, d'une certaine façon, un acte de reconquête. Chaque fois que je vois ma fille manger sans peur ni honte, je célèbre une victoire sur le passé. Chaque enfant que j'aide à refaire confiance aux signaux de son corps renforce ma conviction que la récupération est possible. Si tu as déjà vécu une situation où la nourriture a été utilisée comme arme contre toi, sache que tu n'es pas seul. Ton besoin de nourriture est légitime et inconditionnel. Aucun comportement, aucune erreur, aucun défaut ne devrait jamais se traduire par la faim comme punition. Le chemin vers la guérison peut être long, mais il est possible de reprendre le contrôle de ta relation à la nourriture et de ta confiance en ton propre corps. Si toi ou quelqu'un que tu connais avait connu la nourriture comme outil de contrôle ou de punition, partage ton histoire dans les commentaires si tu t'en sens capable. Ton expérience pourrait aider d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Merci d'avoir été témoin de mon parcours.